Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé RQSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours et plus précisément pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie. Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode du podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège en fait de rencontrer Laurence Arcan, qui est étudiante à la maîtrise avec mémoire en sciences infirmières. D'abord, je suis vraiment contente de pouvoir te rencontrer aujourd'hui, là. Merci beaucoup d'accepter de venir partager ton expérience. Je pense que ça va être vraiment apprécié. Puis j'ai regardé un petit peu là, déjà ton parcours qui il a l'air assez... tu nous avais écrit atypique, oui, sinueux. Sinueux, ouais. C'est vraiment super que tu viennes nous en parler. Donc, en fait, est-ce que tu voudrais juste commencer peut-être par nous parler là, de ton parcours de façon générale? Ben, pour commencer, je suis infirmière clinicienne, puis je travaille dans le fond pour Palliavi, un organisme qui vient en aide aux personnes qui sont endeuillées, aux proches aidants et aux personnes en fin de vie ou en chimiothérapie, radiothérapie, ainsi de suite. Puis je travaille aussi en recherche avec Chantal Verdon au niveau de la recherche sur le deuil aussi. Euh, ma Mon intérêt pour les soins de fin de vie, les soins palliatifs, le deuil, ça s'est vraiment débuté très tôt dans ma profession infirmière. J'étais en train de faire ma technique au Collège Montmorency. Puis, la première session, je voyais comme tous mes collègues, tout le monde disait « Ah, moi, je veux vraiment aller travailler en pouponnière, je vais aller travailler en salle d'accouchement. » Puis, moi, j'étais là, c'est moi qui est bizarre, c'est correct de vouloir travailler avec les bébés, les enfants. Puis, j'adore les enfants, mais c'était pas quelque chose qui m'interpellait. Puis là, je me disais, mais il y a comme une clientèle qu'il n'y a jamais personne qui mentionne, puis c'était la clientèle en soins palliatifs en fin de vie. Fait que là, on pouvait travailler comme préposé aux bénéficiaires quand on avait fait tant de sessions à titre d'infirmière à la technique. Donc, j'ai décidé d'aller déposer mon CV à la maison de soins palliatifs de Laval. Puis, ils m'ont pris comme préposé. J'avais déjà mes cours de PDSB, tout ça pour mobiliser les patients, ainsi de suite. Donc, j'ai commencé à travailler à cette maison de soins-là. Euh, C'était vraiment quelque chose que je connaissais pas, la fin de vie, le deuil, tout ça. Donc, c'est vraiment ça qui m'a intéressée, un peu le côté mystérieux derrière ça. Je trouve qu'on met beaucoup d'emphase dans la vie sur l'arrivée d'un nouveau-né, que c'est un événement qu'il faut souligner, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une retenue ou un certain malaise, un certain tabou avec tout ce qui entoure les soins palliatifs, le deuil, ainsi de suite. Donc, quand j'ai commencé à travailler là, dans le premier ou deuxième quart de travail, tout de suite, il y a un patient qui allait pas bien. Puis, ce patient-là, il est décédé dans mes bras pendant c'était un petit peu plus compliqué au niveau respiratoire. Puis, à ce moment-là, j'ai réalisé toute l'importance qui était d'accompagner la famille, d'accompagner la personne en fin de vie aussi dans ces moments-là qui peuvent être un peu plus difficiles. Puis j'ai vu l'impact réel qu'on pouvait avoir sur tout l'environnement de cette personne-là. Fait que autant du côté de la personne qui est malade, autant que tout son entourage aussi. Puis je trouvais ça intéressant aussi de parler de ça avec mes collègues de travail, qu'on pouvait après ça faire un débriefing, puis apprendre à chaque fois, chaque expérience qui était différente d'un patient, d'une famille à un autre. Donc, c'est vraiment ça qui m'a vraiment intéressée. Sinon, après ça, quand j'ai terminé ma technique, je me suis dit, je vais me lancer un petit peu plus au niveau de l'hôpital parce que je ne l'avais pas expérimenté puis que je travaillais dans une maison de soins palliatifs. Euh, C'était vraiment pas quelque chose pour moi, l'hôpital. J'étais efficace, ça fonctionnait bien, mais je n'étais pas heureuse là-dedans. Fait que je trouvais que on était plus en train d'éteindre des feux, de gérer des malaises Ouais. physiques, mais souvent, on n'avait pas nécessairement le temps d'accompagner les patients
je trouve que le prendre soin du patient par soirée, parce que je travaillais de soir et de nuit, des fois, ça prenait le bord, puis ça me revirait à l'envers. J'avais l'impression que des fois, j'avais comme pas donné le soin que j'aurais voulu donner, par exemple, à des membres de ma famille. Puis ça, je trouvais ça très difficile à vivre. Fait que j'ai quitté l'hôpital quand j'ai fait un stage justement à Palliavie en ce moment où est-ce que je travaille. Puis ça a vraiment été le coup de foudre total. J'ai adoré mon stage. Je me sentais à ma place. J'avais l'impression que je pouvais prendre le temps que je voulais aussi avec les patients. Donc, il n'y avait pas de temps prédéterminé. Donc, si avec un patient, c'était un 15 minutes par semaine que ce patient-là avait besoin, bien, c'était un 15 minutes qu'on lui accordait. Si c'était une heure et demie, 2 heures, ben c'était ça. Il n'y avait pas la restriction au niveau du temps que je trouvais très étouffante dans le milieu hospitalier pour ma part. Fait que c'est vraiment là que là, je me dirige là-dedans. Puis, au niveau scolaire, mon parcours, comme on disait au début, c'est assez sinueux. J'ai fait un DEC en sciences humaines, profil humain, profil individu, là, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, pour me diriger en psychologie. Donc, j'ai fait un bac en psychologie à l'Université de Montréal. J'adore la psychologie, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. On voit un petit peu aussi que je suis plus au niveau de la santé mentale en ce moment en tant qu'infirmière. Par contre, je trouvais qu'il n'y avait comme pas le côté clinique, le côté vraiment concret d'intervenir auprès des gens au niveau du bac en psychologie. Fait qu'il n'y avait pas de stage, il n'y avait pas cet aspect-là. Fait que ça m'a un petit peu déplu. Oui, c'est très théorique là, comme baccalauréat. Vraiment. Fait que là, en même temps, je travaillais à ce moment-là, je travaillais dans une maison où est-ce que j'intervenais auprès de jeunes avec des troubles envahissants du développement, puis des jeunes issus de la DPJ. Donc, souvent, j'avais l'impression que j'avais comme les connaissances théoriques, mais j'avais pas comme pu le mettre en pratique. Fait que des fois, je me sentais un petit peu démunie au niveau de ma manière d'intervenir auprès de ces jeunes-là. Après ça, j'ai décidé d'aller faire un certificat en entraînement privé. J'ai pris une toute autre branche, mais c'était encore dans le domaine de la santé. Donc, j'ai adoré ça, faire ça, puisque ça m'a permis de rencontrer, j'entraînais principalement des femmes, donc ça m'a permis de rencontrer des femmes qui étaient, elles, infirmières, puis qui me parlaient de leur profession, puis que c'était vraiment une passion pour elles. Puis ils étaient issus de plusieurs milieux différents, comme j'avais des clientes en entraînement que c'était à l'hôpital, j'avais d'autres clientes que c'était au niveau plus à domicile, d'autres clientes que c'était au niveau des soins plus fin de vie, ainsi de suite. Donc, ça m'a vraiment interpellée. Puis, avec discussion avec eux autres, je me suis rendu compte que c'était peut-être là mon chemin où est-ce que je devais aller, de rencontrer ces gens-là. Des fois, on se dit on ne rencontre pas quelqu'un dans notre vie pour rien. Je pense que ces femmes-là ont vraiment eu un impact dans ma vie. Ils ne savent peut-être pas, mais ils ont eu un impact dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée en soins infirmiers, puis je ne le regrette pas du tout. Fait que j'ai commencé après ça à faire ma technique en soins infirmiers. J'ai fait mon baccalauréat en sciences infirmières à l'UQO. Juste pour savoir, est-ce que tu as tout enchaîné ça comme année après année ou il y a eu un moment où tu as pris une pause? J'aime vraiment l'école. J'ai comme pas de mérite, là, j'aime vraiment l'école. Puis non, c'est souvent dit à la blague dans ma famille, j'ai pas arrêté l'école là, depuis la maternelle. Il n'y a pas eu de temps d'arrêt. Là, j'ai 30 ans pour vous donner une idée. Là. Fait que j'ai toujours été à l'école. La période que j'ai pas été à l'école, c'est quand il y avait la grève étudiante, donc je pouvais pas aller à l'école à ce moment-là. Mais c'est le seul arrêt qu'il y a eu au niveau de la scolarité. OK. Fait que quand j'ai fait mon baccalauréat en sciences infirmières, j'ai rencontré ma directrice de mémoire en ce moment, Chantal Verdon. Puis ça a vraiment été comme un déclic. C'est comme si elle a vu un potentiel en moi que je voyais comme pas. Puis j'ai fait parfait. Je fais le grand saut, puis je me lance à la maîtrise profil mémoire. Puis là, je suis là-dedans en ce moment. J'ai fini mes cours théoriques. Puis là, je suis en processus de rédaction de mon mémoire chapitre 1-2 en ce moment. C'est pas mal ça, le chemin sinueux que j'ai emprunté.
Mais c'est vraiment intéressant de voir tous les petits bons que tu as fait, puis l'intérêt humain, pratique que tu es allé chercher au fait de tes expériences pour finalement aboutir Mhm. là, où tu es aujourd'hui, là. Mais c'est difficile, tu sais, je pensais à ça tout à l'heure, quand on est au secondaire puis on a des cours d'orientation pour savoir qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. C'est des grosses décisions pour l'âge qu'on a au secondaire de se dire parfait, c'est ça mon chemin de vie, puis je dévie pas de ça. Fait que moi, j'aime ça, tu sais, dire aux gens que il n'y en a pas de chemin parfait, là, c'est pas obligé d'être linéaire. Puis même si des fois on se dit ah, j'ai peut-être fait ça pour rien, je me suis peut-être rallongée puis tout, mais chaque expérience, c'est un ajout de plus dans notre vie, là, puis qu'il y a des répercussions, là. Ouais, je pense que c'est vraiment bien dit, là, de tu sais, profiter des expériences, puis c'est toutes des sources d'apprentissage que des fois on se rend pas compte dans le moment, mais c'est juste Mhm, quelques années plus tard qu'on dit hey, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pas tu sais, vu telle chose ou vécu tel événement. mhm, exactement. Je reviendrai peut-être à l'événement. Tu m'as parlé là, que toi, tu es allé rapidement tu sais, faire un stage en fin de vie. Mhm. Ben, je me demandais si il y a un moment où si tu avais trouvé ça un peu intimidant ou je sais pas. Tu sais, il y en a qui, justement, les naissances, c'est tout le temps un moment de joie où tu sais, on le compare souvent. On accueille ça, c'est le fun, les parents, tu sais, quand tout va bien, c'est un moment très heureux. Mais là, quand on commence, hein, j'imagine, en soins palliatifs, soins de fin de vie, il y a peut-être un moment où ça peut être angoissant ou peut-être que tu l'as vécu totalement différemment. Mhm. Mais je te dirais que pour ma part, c'est quand j'ai fait mes stages en pouponnière que c'était plus intimidant, puis je me sentais pas du tout à ma place, mais pas du tout. OK. Euh, non, vraiment pas, mais j'ai l'impression que aussitôt que j'ai commencé à travailler à la maison et soins palliatifs, je me sentais à ma place. Je sentais que je pouvais apporter une petite différence dans la vie de ces familles-là qui vivent des expériences difficiles, là, de perdre un proche comme ça. Donc, Hum, non, il n'y a pas de malaise ou d'inconfort qui me vient en tête. Seule chose, c'est que parfois, souvent dans les maisons de soins palliatifs, c'est un maximum de 3 mois. Donc, il y a des fois qu'on côtoie les familles, puis les personnes en fin de vie très longtemps. Puis on parle tout le temps de la distance thérapeutique. Puis là, moi, je la questionne beaucoup, cette distance-là thérapeutique. Bien honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut se prendre, nous, en tant qu'intervenants, puis se mettre de côté par rapport à ce qu'on vit. Je pense qu'il y a une relation, puis c'est pas nécessairement une relation d'aide, c'est une relation point qu'on crée avec le patient, la famille. Mais parfois, justement, on finit qu'on s'attache, puis il y a des gens que c'est difficile on vit pas la même peine que la famille, mais on a côtoyé cette personne-là, puis on l'a appréciée. Il y a des personnes que j'ai rencontrées, j'en garde des souvenirs à vie, là. C'est incroyable la richesse des rencontres que j'ai pu faire à travers ce travail-là, tant au niveau de mes collègues qu'au niveau des patients, qu'au niveau des familles. C'est incroyable. Donc, le côté qui est plus difficile, c'est ça parfois on vit en quelque sorte un deuil de ces patients-là, de ces familles-là, parce qu'on s'est beaucoup attaché, on a créé des liens, on a créé des relations avec eux autres. Donc, je pense que c'est plus ça, ce côté-là, mais ça m'a jamais empêché de rentrer travailler ou d'être submergée ou tout ça, là. Puis dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont aidé quand des fois, comme tu parles de patients auxquels tu t'es plus attaché, puis des fois, c'est sûr qu'il y a des moments qui doivent être plus difficiles. Est-ce que il y a des choses que tu fais qui t'aident pour gérer un peu ça? Oui. Quand je travaillais à la maison des soins palliatifs, on avait quand même une bonne équipe, là, une grosse équipe. Puis pour vrai, mes collègues, c'était des femmes et des hommes incroyables, majoritairement des femmes, mais il y avait quelques hommes. Puis il y avait des bénévoles aussi à travers tout ça dans la maison de soins. Puis c'est vraiment eux qui faisaient en sorte que on était comme toute une équipe sensible à ce que l'autre pouvait vivre. Donc, on se rassurait, on se réconfortait, on s'écoutait, on faisait des débriefings ensemble. Donc, on s'accompagnait vraiment là-dedans. Puis, on le savait aussi, tu sais, je pense à une patiente, tout le monde était en amour avec elle, là. Elle était incroyable, cette femme-là. Mais tout le monde avait un petit quelque chose quand cette patiente-là est décédée parce qu'on l'a eu longtemps avec nous. Puis elle était incroyable, sa famille était incroyable. C'était juste
tellement des belles histoires entourant cette famille-là. Donc, on s'est tous supportés à travers cette épreuve-là. Puis, on a partagé ça aussi avec la famille, comme quoi on a trouvé que leur mère était exceptionnelle, puis on était satisfaits, puis on était contents d'avoir pu rencontrer cette femme-là dans notre vie, puis que même si elle était de passage dans notre vie, puis que c'était dans un milieu professionnel, elle a fait une différence dans notre travail qu'on a fait cette journée-là, parce qu'on rentrait travailler, puis on savait qu'on allait prendre soin d'elle, puis que ça allait être agréable, que ça allait être apprécié, qu'on allait avoir un retour positif d'elle et de sa famille. Donc, je pense que c'est une belle façon aussi de créer un lien avec la famille, de dire, vous êtes proche de votre mère, mais nous, on a eu juste une petite parcelle d'elle, puis elle nous a fait un bien immense, puis c'était pas nous les patients, c'était nous les intervenants, puis elle a fait une différence dans nos vies quand même. Puis sinon, au niveau en ce moment, à Palliavi, je suis beaucoup plus dans l'individuel. Donc, je fais des rencontres patients plus à domicile ou en individuel au bureau. Fait que je vois pas souvent mes collègues. On se fait une rencontre une fois par mois. Donc, mon truc que je me suis trouvé, surtout avec la pandémie, c'était beaucoup plus drainant parce que tout le monde a trouvé ça difficile, la pandémie. Fait que là, c'était plus difficile aussi pour moi. Je suis humaine, donc je vis des choses aussi. Donc, à chaque fois que je terminais une rencontre, je me laissais un petit peu plus de temps entre mes rencontres, entre chaque patient. Puis, je me permettais de faire un bilan sur qu'est-ce que j'ai vécu à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont plus ébranlé? Puis, je me rappelais que c'était leur histoire à eux, puis que ça ne m'appartenait pas. Je pouvais partager leur peine, je pouvais essayer de me mettre à leur place, de comprendre leur peine, tout ça, mais en me rappeler en même temps que ça ne m'appartenait pas. Donc, de prendre ce petit temps-là de pause, pour moi, c'était nécessaire, surtout pendant la pandémie, là, pour me permettre de décanter un peu pour ne pas faire un patient un après l'autre, puis être submergé. Fait que, dans le fond, c'est de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Oui, c'est ce que j'entends. Puis donc, le contact avec les collègues, le contact humain, ça a vraiment été une source qui était vraiment essentielle, tu sais, pour s'entraider. Mais quand on n'a pas ça, toi, tu as trouvé tes ressources, tu as comme réussi à prendre une distance des fois. C'est comme une façon de... Tantôt, on parlait de relations point ou de réussir à prendre distance. Mais il n'y a pas nécessairement de distance dans la relation, mais après, il y a cette capacité-là à prendre une distance pour rester en santé, là, puis prendre soin de soi, comme tu dis. Exactement. C'est vraiment intéressant. Là, quand aussi tu mentionnais à quel point les gens, ils donnent, on dirait que moi aussi, j'ai cette impression-là quand on est bénévole ou quand on aide dans notre travail, dans les stages. Ces gens-là, ils nous redonnent tellement, puis des fois, sans même le savoir. Vraiment, il y a des gens que, tu sais, souvent, on va entendre dire que c'est comme une relation unilatérale, dans le sens que l'intervenant va donner au patient ou à la personne qui reçoit le client, peu importe comment on l'appelle. Mais c'est faux, là. On apprend tellement des gens qu'on rencontre dans ce travail-là. Puis, c'est pas une relation superficielle qu'on vient créer, c'est profond. Les gens me parlent de leur détresse. Il y a des gens qui me parlent de leur mal de vivre, qui peuvent plus. C'est pas vivable de vivre avec cette douleur-là. Tu sais, on parle pas, mettons, de choses superficielles de la vie, on parle vraiment de choses profondes. Donc, d'accueillir ça, des fois, c'est difficile parce qu'on se dit cette personne-là souffre énormément, puis il peut y avoir un côté aussi qu'on se sent un peu impuissant par rapport à ça, mais il faut se rappeler aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça ne nous appartient pas, mais qu'on peut les accueillir à travers tout ça, ces patients-là. Donc, mais c'est vraiment enrichissant comme travail. Moi, je trouve que je fais le plus beau métier du monde. Oui, on l'entend quand que tu parles. On entend vraiment ta passion. Puis, on dirait qu'il n'y a pas eu de doute là, sur dès que tu as mis le pied en soins palliatifs et de fin de vie, là, on dirait que tu as trouvé ta place, l'endroit où tu es confortable et que tu peux vraiment t'épanouir là-dedans. J'ai l'impression, en tout cas. Oui, vraiment. Puis, tu sais, au début, tout le monde disait, les professeurs, les collègues de travail, par exemple, les infirmiers, infirmières en stage, ils disaient, tu sais, quand tu commences la profession d'infirmière, va pas nécessairement travailler tout en santé mentale, de ce côté-là.
Parce que sinon, tu vas perdre tes techniques, puis après ça, dans le fond, tu ne seras plus nécessairement un infirmier ou une infirmière. Puis là, je trouvais ça étrange. C'était comme ça. Tu sais, je comprenais le principe que pour, mettons, on ne veut pas perdre la main pour faire des prises de sang, installer des sondes, ainsi de suite. Fait que j'ai écouté les conseils, puis c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, je suis retournée dans le domaine hospitalier à ce moment-là, après les soins palliatifs, parce que je me suis dit, ah, ben là, tout le monde me dit de ne pas perdre la main au niveau des soins physiques et tout ça. Mais ce que moi, je dirais à n'importe qui commence en soins infirmiers, puis qui sont passionnés par quelque chose, puis c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on tu sais, la mentalité collective d'une infirmière ou d'un infirmier, c'est vraiment à l'hôpital, puis on fait des soins physiques. Mais un infirmier, une infirmière va prendre soin de quelqu'un, mais que ce soit au point de vue physique ou psychologique, c'est de prendre soin. Fait que si quelqu'un commence dans le domaine, puis il se dit, ah, moi, j'aimerais ça m'en aller plus au niveau plus psychologique, prendre soin des gens au niveau de la santé mentale, let's go, là. Tu sais, tu peux le réapprendre au pire si à un moment donné dans ta vie, tu te dis ah, je veux retourner travailler à l'hôpital. Ben, il existe des cours pour se remettre à niveau, pour réapprendre les techniques de soins si jamais on se sent moins outillé par rapport à ça, mais c'est de suivre son cœur, de suivre ses passions. Puis des fois, faut être têtu puis s'écouter au lieu d'écouter des fois les conseils des autres. C'est important les conseils dans la vie, là. C'est pas ça que je dis. Je dis pas que c'est pas important, mais des fois, il faut apprendre à s'écouter aussi. Puis, tu sais, ça ment pas là, quand on est passionné par quelque chose, ça ment pas. Oui, de suivre son cœur, c'est vraiment un bon message, je pense, à rappeler. Puis ça me faisait penser, ce que tu viens de dire, à quel point il y a une grande diversité en soins infirmiers aussi. Donc, des fois, tu sais, l'image qu'on a classique à l'hôpital, alors qu'il y a tellement d'autres endroits qu'un infirmier ou une infirmière peut travailler, tellement différents rôles qu'elle peut avoir, que je pense, comme tu dis, c'est de trouver celui-là qui nous accroche, j'imagine, puis de suivre ce filon-là, puis de ne pas le lâcher. Puis si jamais on veut changer, ben de juste continuer à suivre son cœur là-dedans, puis tout va aller pour le mieux. En tout cas, c'est ce qu'on espère, mais... Mais oui, puis il y a tellement de domaines en soins infirmiers que, tu sais, j'ai l'impression que quelqu'un qui s'intéresse à l'être humain, il y a tellement de possibilités, là. Que ce soit le nombre de départements qu'il y a à l'hôpital, que ce soit le nombre de cliniques, le nombre de services communautaires, le nombre de maisons de soins palliatifs, le nombre de ressources. Il y a des infirmières aussi qui travaillent au niveau de plus du terrain, au niveau de la rue. Donc, il y a tellement de domaines que chacun peut trouver son compte là-dedans. Là. Puis, je trouve ça intéressant de pouvoir un peu déconstruire cette mentalité-là que une infirmière, c'est juste quelqu'un qui fait des piqûres ou qui passe des médicaments. On est des professionnels de la santé. On couvre beaucoup plus large que de passer des médicaments. Oui, tout à fait. Puis ça, je pense que c'est important de se le rappeler. Comme toute profession, là, vous avez votre rôle qui est essentiel. Puis pendant la pandémie, on le voit, à quel point votre rôle, on dirait que là, il est encore plus mis de l'avant, à quel point vous êtes important dans le réseau, puis pour les soins physiques et mentaux aussi. Si tu me permets, je reviendrai peut-être à ton mémoire. On n'en a pas beaucoup parlé. Je vais demander, en fait, tu m'as dit là, que quand tu as rencontré ta directrice, ça a vraiment cliqué. Est-ce que c'était au niveau du sujet de recherche, au niveau vraiment de la personnalité de ta directrice, un peu de tout ça qui t'a amené à poursuivre à la maîtrise? Oui, OK. Quand j'ai rencontré Chantal, c'était dans le cadre du cours au baccalauréat Perte et deuil. Puis, moi, j'étais habituée d'avoir des bons résultats scolaires. Tu sais, je ne suis pas élève numéro 1, mais j'ai quand même des bons résultats scolaires. Puis, à ce moment-là, je n'avais pas eu un bon résultat dans un de ces travaux. Puis là, je ne comprenais pas. C'était la détresse totale. Je suis rentrée dans son bureau. Puis là, elle devait se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Puis là, on s'est mis à discuter, puis tout ça. Puis elle me parlait de ses projets de recherche. Puis on a parlé aussi un petit peu de notre perception que chacune on avait par rapport au travail que j'avais remis, et ainsi de suite.
Puis, j'ai tellement trouvé cette conversation-là enrichissante. Je l'ai tellement trouvée aussi accueillante. Je me suis tout de suite sentie en confiance avec elle. Elle fait de la clinique aussi au niveau du deuil. Elle enseigne aussi à l'UQO, puis elle est chercheure aussi. Donc, je trouvais vraiment que c'était un modèle incroyable d'infirmière. Fait que ça a vraiment été, ça a cliqué. Puis, c'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé, ben, tu sais, ça pourrait t'intéresser, la maîtrise. Puis, elle m'a parlé aussi de projets présentement qu'elle faisait au niveau du deuil. Donc, ça m'intéressait de m'insérer dans les projets qu'elle était en train de faire. Donc, tu sais, je rentrais là, plus c'était la catastrophe. J'avais pas eu un bon résultat selon moi. Il était pas si pire mon résultat, mais selon moi, c'était la catastrophe. Puis finalement, je suis ressortie de cette rencontre-là, puis j'étais comme, on dirait que j'étais comme alignée où est-ce que je voulais m'en aller dans ma direction académique. Fait que c'est vraiment là qu'il y a eu le déclic. Mais, tu sais, comme mon parcours scolaire, la maîtrise, c'est pas un chemin linéaire pour moi. J'ai l'impression que c'est comme un peu mon pattern de vie. Il y a des détours. Au départ, mon sujet de mémoire, c'était vraiment plus en lien avec le soutien entourant les personnes endeuillées. Puis, à force de faire des lectures, tout travailler sur la recension des écrits, on a pas mal travaillé tout le chapitre 1, le chapitre 2. Puis là, ça faisait un petit bout que ça me tracassait. J'avais l'impression que c'était ça mon sujet, mais c'était pas totalement ça. C'est comme si j'étais dans le bon cercle, mais j'étais comme pas alignée de la bonne façon. Je m'en allais pas dans la bonne direction. Puis là, on avait beaucoup de discussions, Chantal puis moi, on se parle à toutes les semaines. Puis à chaque fois, elle me questionnait, puis là, c'est comme si ça virait, elle me demandait... c'est un sondage de satisfaction, à savoir si les gens endeuillés sont satisfaits du soutien qu'ils reçoivent ou pas. Puis je suis comme, non, c'est pas ça. Mais elle dit, ce que tu me ressors, elle dit, ça a l'air d'être ça. Puis là, ça me tracassait depuis un bout. Puis là, j'ai décidé d'y en parler parce que là, je me suis dit, on a travaillé sur le chapitre 1, sur le chapitre 2. Là, si je change de sujet, c'est comme si je recommence tout à zéro. Mais en même temps, quand tu fais un mémoire, il faut vraiment que ce soit un sujet qui te passionne, parce que sinon, ça va être long et pénible. Fait que là, je travaillais sur ce sujet-là de soutien, puis c'était difficile parce que c'était pas ça que je voulais faire. Mais en même temps, j'étais comme, je peux pas dire ça à Chantal, puis dire, hey, on efface puis on recommence la session d'automne, là, on la met de côté pour repart à neuf. Mais finalement, j'ai pris mon courage puis j'en ai parlé. Je te dis de quoi, là, ça va pas. J'ai l'impression que mon sujet, c'est vraiment plus tout ce qui est relationnel. Donc, de vraiment m'intéresser, souvent au niveau de la littérature, on voit qu'on s'intéresse à l'environnement de la personne endeuillée, ce que cet environnement-là a comme impact sur la personne endeuillée, mais on s'intéresse rarement à la relation inverse de la personne endeuillée, c'est quoi son impact par rapport à son environnement. Donc, vraiment, d'un point de vue relationnel, qu'est-ce que la personne endeuillée envoie comme message, puis les paradoxes qu'elle peut vivre à travers ça. Comme par exemple, le paradoxe qu'on voit souvent, c'est la personne se sent seule, donc vit beaucoup de solitude, mais aussitôt qu'elle est approchée pour faire des activités, pour rencontrer des gens, puis tout ça, elle va préférer rester seule à la maison. On rencontre ça fréquemment au niveau des personnes endeuillées. Puis là, c'est vraiment un paradoxe dans le sens, ils veulent être soutenus par les gens, ils veulent être entourés, mais en même temps, ils ont ce besoin-là de solitude. C'est vraiment d'aller explorer tout ce qui est l'espace de deuil pour les personnes endeuillées. Ça me fait penser à la figure d'un mobile pour les enfants. Donc, Oui. quand on bouge un mobile, un morceau du mobile, tout bouge. Mais j'ai l'impression que la personne endeuillée aussi, c'est pas juste son environnement qui bouge autour d'elle, c'est elle aussi qui bouge à travers tout ça au niveau de ses relations. Ça a un impact aussi sur son environnement. Fait que c'est vraiment ça qu'on va aller voir. Mais là, je viens de changer de sujet. Là. Fait que c'est encore plus frais. Mais c'est intéressant de dire, tu as pu sentir à un moment que c'était pas tout à fait ça, tu as quand même essayé de creuser, continuer un peu pour vérifier si
peut-être que ça allait se développer, mais finalement, tu sais, je me dis, ça peut-être une période qui devait être quand même stressante, de se dire, ah, je le dis-tu, je le dis pas, quelle va être la réaction, puis, tu sais, de pas savoir comment ça allait être accueilli. Puis finalement, ça semble avoir tourné vraiment bien, là, puis tu sembles dans une track qui te correspond plus à tes intérêts, là. Oui, vraiment. Puis quand je n'ai parlé à Chantal, ma directrice, elle était comme ça, elle dit, c'est totalement toi. Elle dit, ça te ressemble pas mal plus. Elle dit, je te suis à 100%. Moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il fallait que je vende l'idée puis tout. Là, puis elle a fait, j'embarque. Je suis comme, bon, OK. Elle Ah, est tellement, elle me supporte beaucoup dans comme mes projets puis mes idées. T'sais, elle me donne leur juste aussi, là. Quand des fois, ça n'a pas de bon sens, elle me le dit. Mais sinon, elle est tellement encourageante que c'est vraiment une belle relation. On est dans les relations encore, c'est une belle relation. Mais ça fait plusieurs fois que je remarque à quel point justement les relations, les contacts humains sont importants là, dans tout ton cheminement, que ce soit les premières infirmières qui t'ont parlé de leur profession à aujourd'hui, les relations que tu entretiens, c'est vraiment quelque chose qui semble alimenter là, euh, la personne que tu es. Mm-hmm. Fait que ça fait quand même du sens que mon projet de mémoire, ce soit ça. Quand on y réfléchit, là, tu viens de me souligner, puis là, ça vient de me frapper, là, mais ça fait du sens. Oui. Ben, j'espère que ça va bien se passer là, pour la suite. Là. J'imagine que tu dois être dans la recension de la littérature, puis dans les débuts de. Oui, exactement. Fait que je recommence. Ouais. Mais j'ai un petit peu plus d'expérience de comment ça fonctionne. Fait que déjà là aussi, c'est un peu moins anxiogène. Oui, oui, fait que j'imagine cette expérience-là, tu sais, quand on disait tantôt, on se demande des fois pourquoi, si on aurait dû faire ce choix-là au premier, finalement, il y a une utilité, mais c'est un bel exemple de ça. Mhm. Un petit détour que c'est une belle utilité, finalement. Exactement. Puis, je me demandais, là, on a parlé un peu de cet enjeu-là, tu sais, de devoir dire ou pas dire, tu sais, ce changement de sujet. Est-ce qu'il y a d'autres moments dans ton parcours où il y a eu des moments qui étaient plus difficiles ou que c'était comme des doutes ou des épreuves qui t'ont fait questionner le cheminement? J'en ai pas vraiment entendu jusqu'à présent parce que j'ai l'impression que tu es sur une belle lancée, mais des fois, il y en a tout le temps qui... C'est des moments qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait, si on a pris les bonnes décisions. Mes doutes étaient beaucoup par rapport à quand j'ai décidé de quitter les soins palliatifs pour aller essayer l'hôpital. C'est vraiment là que je me disais, mais c'est moi qui n'est pas normal. Je suis zéro heureuse là-dedans. Je suis pas Mhm. bien du tout, du tout. Puis, tu sais, je suis tombée malade à ce moment-là. J'ai fait une dépression parce que c'était, tu sais, je rentrais chez moi, je pleurais. Puis, tu sais, par exemple, moi, ma philosophie en tant qu'infirmière, je suis vraiment contre le fait d'attacher, de contentionner des patients âgés qui sont confus. Je comprends que c'est dangereux pour eux. Par contre, j'ai l'impression que ça entraîne beaucoup plus de détresse que c'est aidant. Fait que j'avais beaucoup tendance à pas attacher les patients âgés qui étaient plus agités. Ce que je faisais, c'est que je me levais 150 fois ou j'étais toujours à côté d'eux autres pendant mon corps de travail. Puis, parfois, les fois que je prenais mon souper, je revenais de souper, puis finalement, quand je revenais, les patients que j'avais à ma charge étaient attachés. Puis ça me blessait tellement, je trouvais ça terrible. C'est des gens qui ont tellement contribué et qui contribuent encore à la société. Puis, tu sais, je me disais tout le temps, s'il fallait que soit ma mère ou mon père ou ma tante ou Mhm. à un soin comme ça, puis que la personne soit attachée, je trouvais ça inacceptable. Fait que je rentrais le soir de travailler, puis là, j'étais submergée par les Mhm. émotions de je peux pas croire que j'ai fait ces études-là pour prendre soin des gens, mais finalement, je me retrouve face à des patients qui sont agités puis qui sont attachés. Puis je lui avais parlé de tout ça avec une professeure au niveau plus des personnes âgées. Puis elle m'avait dit, tu sais, elle dit pas rien attacher quelqu'un.
elle dit, on ne sait pas à quel point cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie, puis qu'est-ce que ça peut ramener comme traumatisme. Puis elle m'avait nommé le fait que la proportion de femmes qui ont été agressées sexuellement, qui ont été retenues contre leur gré, pouvaient vivre des expériences semblables quand elles étaient contentionnées. Là, je dis femmes parce qu'il y a une proportion plus grande de femmes, mais il y a des hommes aussi qui vivent des atrocités comme ça. Donc, pour moi, c'était inconcevable de me dire que mon geste de contentionner quelqu'un pouvait lui faire rappeler cette détresse-là qu'ils ont vécue dans leur vie. Donc, je me suis vraiment rendue malade en travaillant à l'hôpital. Puis, c'était pas un environnement pour moi, là. C'était pas ma définition de prendre soin des gens. Fait que c'est pas mal la plus grosse embûche que j'ai eue là, à ce niveau-là. Je rentrais travailler puis j'avais l'impression que fallait que je performe au lieu de prendre soin. Fait que ça concordait pas avec ma façon de voir l'humain, de voir la relation, voir les gens, voir mon travail. Ouais, c'était pas une philosophie qui te correspondait, mais vraiment pas. Puis, Non, vraiment pas. ça n'a pas dû être C'était facile, là. Non, ça n'a pas été facile, surtout que je me disais tout le temps, est-ce que c'est moi qui n'est pas normal? C'est moi qui. Tu sais, on se remet en doute là, parfois qu'on se dit, ben, c'est ça la norme, c'est peut-être moi qui n'est pas correct. Là. Ça se peut aussi, là, tu sais, j'ai pas tout à raison dans la vie, loin de là. Fait que ça me faisait beaucoup me questionner par rapport à je suis à la bonne place, je suis ci, je suis ça. Puis j'ai essayé beaucoup de départements aussi à l'hôpital. Puis à chaque fois, j'étais comme non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Fait que là, j'étais là, ben, j'étais pas à bonne place. Puis il y avait des gens qui me disaient aussi ben, t'es-tu faite pour être infirmière? Tu sais, il y avait des gens qui me le reflétaient dans le sens que t'as pas l'air d'aimer ça. Fait que tu sais, t'es peut-être pas dans le bon domaine. C'est des gros doutes, là, qui... Oui, oui, vraiment. Tu sais, je me disais, ben, moi, je voulais prendre soin des gens, puis finalement, je suis en train de ne pas prendre soin de moi en essayant de prendre soin des gens. Ça ne fonctionnera pas à long terme, là. Vraiment pas. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu mon stage justement à Pagliavi, puis parfait, j'ai trouvé ma place, là, je suis bien. Je suis vraiment dans le bon domaine. Ça a bien tombé. Fait dans le fond, dans cette période-là, tu as persévéré puis tu as quand même essayé différents milieux, mais dans le fond, ce qui t'a aidé grâce à ton stage, mais aussi, c'est de suivre ton cœur puis de suivre l'intérêt que tu avais. C'est quelque chose qui semble vraiment t'avoir aidé, t'avoir sorti du milieu hospitalier. Vraiment. Puis j'avais l'impression que c'est comme si j'allais plus avoir mon titre de professionnel de la santé, d'infirmière, si je m'en allais au communautaire, puis que je faisais des soins plus de type psychologique. Mais on a notre place aussi à ce niveau-là, au niveau de la psychologie. Là. C'est sûr, je ne fais pas de la thérapie, mais je fais de l'accompagnement, je fais du soutien, ça a un impact aussi. Donc, ouais, il faut vraiment suivre son feeling, ça ne trompe pas. Oui. Puis quand tu parles de ces soins psychologiques, ça me fait penser à ton premier bac en psycho, toutes ces connaissances-là que tu n'avais pas eu l'occasion d'appliquer. J'ai l'impression que dans ce que tu fais présentement, tu as beaucoup plus l'occasion de les mettre de l'avant puis de jumeler cet intérêt-là que tu avais avec les soins infirmiers. Oui, vraiment. Tu sais, quand je disais au début que ces expériences-là ne sont pas perdues, ben c'est justement ça me rattrape, puis je me rends compte que tout ce bagage-là, il ne s'est pas fait pour rien. Ces intérêts-là ne sont pas disparus. Ça a toujours été là. Ouais. C'est un parcours sinueux, mais chaque petit détour avait son utilité. Oui, vraiment. Puis c'est drôle parce que au départ, j'étais encore jeune, j'ai 30 ans, mais quand j'étais plus jeune, chaque détour, je voyais ça comme un échec. Vraiment. Puis ben là, c'est encore un échec, pas à la bonne place, pas à la bonne affaire. Mais plus je vieillis, plus je me rends compte que tous ces détours-là, c'est pas des échecs, c'est juste comme quelque chose que j'ai de plus dans mon bagage professionnel et personnel aussi. Là.
Oui, ça me fait penser, je pense que c'est important de le mentionner quand on dit chaque détour est perçu comme un échec, ça me fait vraiment penser à quand on dit ah, t'as 16 ans, t'es au secondaire, il faut que tu choisisses une carrière, un métier, puis lance-toi, go. Puis on dirait que c'est tellement la vision qu'on nous donne que justement, quand on change de branche, quand on veut essayer quelque chose, puis finalement, c'est pas ça, ben, on a l'impression qu'on s'est trompé, que justement, c'est un échec. Alors qu'au contraire, si le message était véhiculé différemment, on n'aurait peut-être pas cette pression-là de toujours se dire faut qu'on choisisse comme il faut la première fois. Mais oui, vraiment. Puis je trouve tellement que ça met une pression qui est pas nécessaire sur quelqu'un qui commence dans la vie, là. De te dire, bon, Mm. tu finis ton secondaire, puis là, tu fais-tu un DEP, tu fais-tu un DEC, qu'est-ce que tu fais, là? Parce que là, ça presse, il faut que tu fasses ton choix de vie, là. Non, non, on peut changer d'idée, on peut prendre 1000 détours, on peut être encore aux études. Tu sais, j'ai une collègue, elle a fini ses études, elle est allée travailler, puis là, ben, elle décide de retourner aux études. C'est parfait, là. Tu sais, Oui. il y a pas juste un chemin qui est bon, là. Non, c'est ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse quand il est question de parcours, là. Mhm. Je trouve que c'est un message bien. On dirait qu'il y a plein de beaux messages dans notre conversation qui ressortent, là, puis je les apprécie beaucoup, puis j'espère que les auditeurs vont pouvoir les entendre aussi, là, puis que ça va résonner chez certaines personnes, parce que moi, ça résonne beaucoup, là, ce qu'on est en train de Ah dire, là. oui, Ouais. tant mieux. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je me demandais si, là, parce qu'on parle beaucoup de messages, mais si on repense à la personne là, que tu étais quand tu as commencé ton parcours au tout début, avec toute l'expérience que tu as acquise aujourd'hui, est-ce qu'il y a un message ou un élément que tu aimerais lui dire? Comme à la Laurence du passé. Oui, comme elle qui est en deck en sciences humaines, peut-être, qui ne sait pas trop ce qu'elle va faire ou. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? Je pense que les passions qu'on a ou les traits qu'on a quand on est très jeune, c'est souvent quelque chose qui est comme très fort en soi, puis ça change rarement. Tu sais. Moi, j'étais tout le temps quelqu'un qui prenait soin, qui était attentionné. Tu sais, on vivait sur un rang quand j'étais plus jeune, puis il y avait beaucoup de chats, puis tout ça. Puis là, je prenais soin des portées de chats, puis j'avais un poulailler, je prenais soin de mes poules, puis tout. Mais tout ça pour dire que, là, c'était des animaux, mais tu sais, cette Laurence-là, elle a toujours pris soin, elle a toujours aimé ça, être comme attentionnée. Fait que veux pas, ces traits-là, comme ça faisait du sens que j'aille dans un domaine comme les soins infirmiers. Fait que je pense que c'est important de s'écouter comme qu'est-ce qui est vraiment profond en soi au niveau de nos valeurs, de nos traits. Je dis ça parce que quand j'ai fait, c'est drôle à la fois, mais c'est triste, mais j'ai fait au secondaire un cours d'orientation, comme on l'a dit, puis le résultat qui est ressorti, puis c'était comme des tests, il fallait encercler selon différents critères, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui est ressorti? C'était coiffeuse et clown. Coiffeuse et clown. Et clown. Là, j'étais là. Qu'est-ce qui vient de sortir? J'ai jamais voulu être coiffeuse. Là. Je suis comme, bon, ben, peut-être que c'est un intérêt que je vais découvrir. Là, clown, je comprenais pas trop. Là. Je pense que j'ai un bon sens de l'humour, mais je sais pas trop. Là. J'étais tellement déboussolée. Puis, tu sais, je parlais de ça avec l'enseignante de ce cours-là. Puis, tu sais, elle me disait, mais tu sais, c'est plus des traits. Elle dit, faut pas que tu vois ça directement. Faut comme, je sais même pas s'il y a une école pour être clown, là, mais tu sais, faut pas que tu ailles dans une école de coiffeur ou de clown. Elle dit, c'est plus au niveau des traits, puis tout ça. Puis ça m'avait vraiment comme, j'étais comme, voyons, c'est moi qui se connais pas bien, tu sais. C'est ça que ça m'avait envoyé comme message. J'étais comme, ben, les résultats que ça me donne, me semble que ça concorde zéro avec moi. Mhm. Fait que là, je me demandais, est-ce que c'est parce que je me connais pas puis je sais pas du tout qu'est-ce que je veux faire? Mais dans le fond, tu sais, ces tests-là, il faut les mettre de côté, là. Tu sais, ça trompe pas Mhm. qu'est-ce qu'on est intrinsèquement, comment qu'on est. Tu sais, la jeune Laurence, comment elle était, ben ça me suit à travers ma vie. Tu sais, j'ai pas changé totalement de personnalité, là.
c'est des traits qui sont restés. Fait que je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu écouter davantage dès le départ. Puis ça m'aurait aidé. Ouais, j'imagine que ça peut être intimidant de prendre une voix qui, on dirait, qui nous appartient seulement à nous, alors qu'il y a les pressions sociales, il y a les tests, que quand qu'on est plus jeune, on dit «Ah, mais ça doit être vrai», tu sais, ou des choses comme ça, parce que il y a des données, il y a eu des études sur ces tests-là, ils doivent pas mentir, un peu comme tu viens de mentionner. De s'écouter puis de suivre son cœur. Si j'ai quelque chose à retenir, c'est ce C'est ça, ça message-là. va être ça le titre du podcast. Suivez votre cœur. Non, je trouve ça super intéressant, puis c'est des super beaux messages. Mais là, je regarde le temps, là, puis j'adore ça, discuter avec toi. Pour elle, le partage toute l'expérience, que ce soit tes expériences cliniques, l'expérience avec ta recherche, parler des difficultés, de tes ressources. Je pense que, en fait, j'espère que ça va aussi inspirer d'autres étudiants, normaliser certains parcours d'autres personnes qui ont eu des cheminements sinueux, puis qui remettent ça en doute peut-être de façon fréquente. Tandis que là, bon, peut-être se reconnaître et dire, bon, dans le fond, on va retirer le bon de ces parcours-là, puis de ces détours-là. J'apprécie vraiment ton partage. Ben oui, c'était vraiment une belle rencontre. Je suis contente de t'avoir rencontré aujourd'hui. C'était agréable. Mais merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.